à 10%. Alors, est-ce qu'il y a une percée de l'extrême droite? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un score évidemment élevé. Elle arrive en 3e position. C'est même un score très élevé. Cependant, il est totalement faux de dire que c'est un score sans précédent, une percée historique. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, puisque je rappelle qu'en 2002, au premier tour, son père avait fait environ 16,7%, mais il fallait y ajouter M. Bruno Maigret, qui était l'ancien numéro 2 du Front National, qui avait créé une liste dissidente et qui avait fait 2,4%. De telle sorte que, en 2002, l'ensemble de l'extrême droite française avait fait 19,2% des suffrages exprimés. Madame Le Pen, avec 17,90, eh bien, montre une rétrogradation de 1,3 points de l'extrême droite au cours des 10 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre le score de son père au 2e tour en 2002, le fameux 21 avril, vous vous rappelez, le fameux 21 avril 2002. Eh bien, seul M. Maigret s'était désisté pour M. Le Pen. Et donc, au 2e tour de 2002, M. Le Pen avait fait 17,79% des suffrages. 17,79% des suffrages au 2e tour pour toute l'extrême droite. Et Madame Le Pen, le 22 avril 2012, donc 10 ans après, a fait 17,90%, c'est-à-dire 0,11 points de plus, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire identique. Donc, ce qu'il faut retenir du score de Madame Le Pen, qui encore une fois bien sûr est élevé si on le compare aux petits candidats, mais c'est la confirmation de ce que j'ai toujours dit depuis maintenant des années. Et d'ailleurs de ce que disent tous les sociologues, toutes les analyses politiques qui ont été faites, c'est que jamais le Front National ne pourra dépasser une espèce de plafond que l'on peut estimer aux alentours de 18, 19, 20, 21% peut-être des suffrages, mais jamais au-delà. Le Front National, toutes les enquêtes sociologiques qui ont été menées maintenant depuis 3 décennies, depuis 29 ans qu'il a été médiatisé, montrent qu'en réalité, il y a en gros 80% des Français qui préféreraient se faire couper les 2 mains plutôt que d'aller voter pour le Front National. Voilà. Alors ça pose évidemment un très gros problème que je ne cesse de souligner depuis que j'ai créé l'UPR. C'est que, comme je ne cesse de le dire, malgré les insultes, malgré les critiques féroces que font les électeurs du Front National, du moins certains d'entre eux, je ne cesse de dire que ce parti politique sert le système qu'il prétend combattre, pour la simple raison qu'il verrouille la société politique française. Voilà. Il y avait pendant ces élections, tout le monde le sait, des électeurs lepénistes qui pensaient que Madame Le Pen atteindrait 25, 30, 35% des suffrages. J'en connais qui m'expliquaient que Madame Le Pen ferait 35 à 40% des voix au premier tour et serait élue dans un fauteuil au second tour. Ces gens s'illusionnent complètement. Nous avons maintenant 3 décennies qui nous permettent de comprendre et de mesurer que jamais le Front National ne pourra aller au-delà de 18 à 20% des suffrages. Je signale que Madame Le Pen avait été placée dans des conditions extraordinairement favorables pour faire ce résultat. Premièrement, rappelez-vous qu'elle bénéficie d'une médiatisation à outrance depuis 1 an et demi. Rappelez-vous qu'il y a un peu plus d'1 an, les sondages américains de l'officine Harris Interactive, dirigée depuis les États-Unis par une dame qui s'appelle Kimberly Thiel, qui a été auprès l'assistante du directeur général du FBI américain. C'est quand même étonnant. Eh bien, cette officine de sondage avait indiqué très exactement le 7 mars 2011 que Madame Le Pen serait présente au second tour de l'élection présidentielle française avec 24% des suffrages. À partir de ce moment-là, rappelez-vous, on nous avait accablés d'articles de journaux, de magazines pour nous expliquer que Madame Le Pen allait tout casser. Bon. Je rappelle également que pendant la recherche des parrainages, entre le 1er et le 27 janvier de cette année, selon les calculs même du CSA, Madame Le Pen a bénéficié du 1er au 27 janvier de 12 heures cumulées de passage dans les grandes télévisions nationales. Alors qu'au même moment, M. de Villepin, par exemple, ancien Premier ministre, ne bénéficiait que de 2 heures.
elle était 6 fois plus médiatisée que M. de Villepin. Moi, j'en parle même pas, puisque moi, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde pendant cette période. Donc, madame, je rappelle aussi un autre élément assez cocasse, c'est que M. Bayrou, qui a moitié moins de voix que Mme Le Pen hier, M. Bayrou, lui, nous expliquait qu'il fallait absolument se mobiliser pour que Mme Le Pen ait ses 500 parrainages. Bref, tout ceci pour dire qu'il y a eu un soutien constant du système politique et médiatique à Mme Le Pen, ce qu'on appelle la médiabolisation, c'est-à-dire qu'à la fois on la diabolise un petit peu et à la fois on en dit du bien, en tout cas on en parle pour faire mousser une espèce de mousse médiatique. Et bien en dépit de tout ceci, elle a tout simplement réédité le score de son père au deuxième tour de l'élection de 2002, il y a 10 ans. Donc j'insiste sur le fait, et c'est un élément très très important du scrutin, que maintenant la balle est dans le camp des Français, notamment des électeurs du Front National. Est-ce qu'on en a pris pour 29 ans, depuis 1983 ? Est-ce qu'on va en reprendre encore pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, etc. Est-ce qu'à chaque fois, on va faire croire aux Français que pour exprimer son mécontentement, eh bien, il faut voter soit à l'extrême droite, soit très à gauche, pour en définitive aboutir toujours à la même situation bloquée? Telle est la question. Si Mme Le Pen voulait rendre service à la France, elle devrait quitter la politique et elle devrait fermer son parti politique. Voilà la réalité. Alors je sais bien sûr, qu'il y a des gens qui vont dire « mais qui est-il celui-là pour dire ça ?» Et qui est-il? Je suis le représentant de beaucoup de Français qui commencent à comprendre quel est le jeu réel que joue le Front National, c'est-à-dire de verrouiller 15 à 20% de l'électorat dans une impasse dont ils ne sortiront jamais, et tout ceci pour le plus grand profit de l'UMP et du Parti socialiste. Alors, le front de gauche joue un petit peu, je sais que je vais là aussi me faire des ennemis, mais tant pis, je dis ce que je crois la vérité. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui l'apprécient beaucoup. C'est pour ça que nous voyons en permanence augmenter le nombre de nos adhérents. D'ailleurs, je signale qu'à partir de 20h, après les résultats du premier tour à la télévision, on a vu un petit afflux d'adhésion à l'UPR par Internet. C'est d'ailleurs des gens qui se sont rendus compte que les analyses que je développais étaient une nouvelle fois confirmées par les événements. Alors, s'agissant du Front de gauche, il joue un peu le même rôle à gauche que le Front National à droite. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils s'appellent tous les deux des fronts. Des fronts, c'est quoi des fronts? C'est pour se faire la guerre, pour s'affronter. Ce ne sont pas des partis qui visent à rassembler, ce sont des partis qui visent à s'affronter. Et à s'affronter pourquoi? Eh bien, tant que nous aurons un front national à l'extrême droite et un front de gauche à gauche de la gauche et à l'extrême gauche, il ne se passera rien, puisque l'on empêchera les électeurs de ces partis de se rassembler sur ce qu'ils ont de commun. Bien sûr, ils ont des éléments d'opposition très importants, mais ils ont des éléments communs. Ils ont notamment comme élément commun l'élément le plus important, qui est celui qu'ils veulent que ce soit les Français qui décident par eux-mêmes. Ce sont les électeurs du Front National d'un côté, les électeurs du Front de gauche, du Parti communiste, de l'extrême gauche d'un autre côté, qui ont formé les gros bataillons du non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Et donc en les séparant, pendant que Mme Le Pen essaye d'en maintenir 15% à l'extrême droite, que M. Mélenchon essaie d'en maintenir à peu près autant à l'extrême gauche, eh bien si on fait ça, on est sûr que jamais on ne pourra rassembler une majorité de Français pour faire sortir la France de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Union populaire républicaine, justement pour dire aux Français, halte là, arrêtons ce système, on le met entre parenthèses, parce que je n'ai jamais dit que la droite et la gauche, ça n'existait pas, ça existe bien sûr. Et je dis, en ce moment, c'est comme sous l'occupation, il faut faire un Conseil national de la résistance, il faut mettre toutes ces divisions entre parenthèses, et il faut rassembler tous les Français sur leur plus grand dénominateur commun, qui est la souveraineté et l'indépendance de la France. C'est tout le pari de ce que j'essaie de faire. Je sais bien que c'est très difficile, mais ce que je sais aussi, c'est que si on ne fait pas ça, eh bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, on en sera toujours au même point, sauf qu'entre-temps,
la France aura continué à s'effondrer et éventuellement à se morceler, conformément à la politique de l'Europe des régions voulue par Bruxelles. Alors s'agissant de M. Mélenchon, il a fait un score qui est assez mauvais, 11%. Ça n'est pas très mauvais, c'est un score qui, si vous comparez par exemple au score qu'ont fait le Parti communiste et l'extrême gauche au cours des scrutins antérieurs, n'est pas spectaculairement mauvais, mais enfin, M. Mélenchon, dont on pouvait penser qu'il allait peut-être drainer 15-17% des suffrages, c'est ce qu'on disait dans les toutes dernières semaines de la campagne, parce qu'il avait fait une campagne assez médiatisée, eh bien en fait n'a pas du tout réussi son pari. Alors à quoi c'est dû ? Je pense que c'est parce qu'un certain nombre d'électeurs ont été sceptiques sur le personnage. M. Mélenchon disait des choses qui étaient intéressantes, parfois, mais tout ceci donnait une impression d'incohérence et surtout l'impression de ne jamais vouloir aller jusqu'au bout. Quand il disait qu'il allait se faire élire pour désobéir aux traités européens, c'est pas raisonnable. Ça n'était pas raisonnable et les Français l'ont perçu comme ça. Soit on sort juridiquement des traités européens, comme je le propose, soit on obéit. On ne va pas faire une guéguerre avec les 26 autres pays, tout ça n'était pas très raisonnable. Et puis beaucoup de gens, y compris d'ailleurs parmi nos sympathisants, il y en avait un certain nombre qui étaient proches du front de gauche, il y en a un certain nombre qui avaient quand même été ulcérés de voir que M. Mélenchon, d'une part, se déclare fédéraliste européen, d'autre part, voue aux gémonies ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, et enfin, avait taxé de maréchalistes, c'est-à-dire quasiment de pétainistes, ceux qui voulaient sortir de l'euro. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, en réalité, servait lui aussi le système. Alors, je l'avais d'ailleurs annoncé, j'avais dit que finalement, M. Mélenchon, son rôle, c'était d'attirer à lui des électeurs de gauche mécontents pour ensuite, au deuxième tour, eh bien, appeler à voter Hollande. Là, vous avez vu, ça a duré 37 minutes. À 20h37, M. Mélenchon a appelé à voter pour M. Hollande. Les gens de gauche diront oui, c'est nécessaire pour faire barrage à Sarkozy. Je peux comprendre cette logique, mais la moindre des choses, c'est quand même que M. Mélenchon aurait dû au moins négocier cet apport de voix à M. Hollande. Je fais un lapsus, je dis à M. Sarkozy, parce que pour moi, Hollande et Sarkozy, c'est exactement pareil. Donc M. Mélenchon aurait pu négocier cet apport de voix à François Hollande. Comment ? Il aurait par exemple pu obtenir de François Hollande qu'il s'engage à faire un référendum sur tout nouveau traité européen, par exemple. Il aurait pu faire prendre position à M. Hollande contre le MES. Il aurait pu demander à M. Hollande de prendre des positions fermes et précises sur les retraites. Par exemple, on n'augmentera plus la durée de cotisation. Il aurait pu demander à M. Hollande de donner une date butoir pour le retrait de nos troupes d'Afghanistan. Il aurait pu demander à M. Hollande un changement de tonalité de notre diplomatie au Proche-Orient notamment, pour éviter d'être les larbins systématiques des guerriers, des théoriciens guerriers et bellicistes de l'OTAN. Il n'a rien demandé. Voilà. Donc il a joué la dent du râteau, comme je le dis, c'est-à-dire qu'il a apporté à M. Hollande les 11% d'électeurs de gauche sans aucune négociation.